Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vos rencontres échanges, nouveau numéro, le 275e. Nous allons une fois encore visiter les faits marquants de cette semaine qui s'achève avec bien sûr cette manifestation presque au quotidien de la coalition de l'opposition. Ces 14 personnes sont retrouvées donc pour mobiliser le peuple en vue d'obtenir les réformes tant entendues qui ne sont toujours pas arrivées. Pour en débattre et pour en discuter, je reçois pour vous Mme Brigitte Kafouya-Diamago-Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, mais aussi et surtout présidente de CAP 2015. Madame, merci de cette invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà, on va discuter de ces faits de société, de ces faits sociopolitiques, surtout ces derniers temps, avec cette remobilisation des masses populaires presque quotidiennement qui se déroule non seulement là, mais aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Première question, que dire de ces nouvelles vagues de contestation déclenchées depuis le 19 août dernier? Je pense que cette vague a ses racines profondes dans les aspirations de tous les peuples à vivre dans un milieu démocratique, un milieu où les populations sentent qu'elles ont le droit de choisir leurs gouvernants, elles ont le droit de vivre en liberté, en sécurité, sans craindre l'arbitraire, que pendant qu'elles ont choisi leurs gouvernants, que ces populations sentent que les gouvernants travaillent vraiment à leur préparer un aujourd'hui et un lendemain où il fera toujours bon vivre, où leurs aspirations profondes seront prises en compte. Et ce qui n'est pas actuellement le cas pour vous, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas du tout le cas. Et le peuple togolais a exprimé fortement ces aspirations-là déjà au début des années 90. Cela nous a permis de faire un bout de chemin. Quelle ressemblance avec ce qui s'est passé en 90, quand on pense à un 5 octobre 90 et à un 19 août 2017? Justement, le lien, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le processus déclenché au début des années 90 s'est soldé par la mise en place d'une nouvelle constitution en 92. Qui a posé les jalons justement de cette société démocratique à laquelle les Togolais aspirent. Mais malheureusement, les forces conservatrices et dictatoriales qui résistent à l'évolution du Togo vers ce nouvel ordre ont tout fait pour revenir sur les acquis du début des années 90. Et donc, il n'y a pas eu de progrès en la matière? Il y a eu des avancées et puis il y a eu du recul. C'est cela. Recul dans la mesure où les jalons de cette société ont été remis en cause. Par exemple, quand les Togolais ont exprimé fortement dans la Constitution de 92 leur volonté de ne plus voir personne les gouverner pendant plus de 10 ans, eh bien, ça a été remis en cause. Ça a été remis en cause. Les Togolais ont voulu un pouvoir équilibré entre un président de la République et un premier ministre issu de la majorité. On a remis ça en cause. Les Togolais ont voulu que leur président de la République soit élu à une forte majorité, qu'il ait non seulement la légalité, mais aussi une légitimité, de manière à ce que le peuple puisse l'accompagner dans son action. Les deux tours. Tout ça, ça a été remis en cause. En 2002, oui. En 2002. Et donc, au lieu de cette nouvelle société démocratique dont nous avons tous rêvé, nous nous sommes aperçus que très rapidement, les vieilles habitudes sont revenues s'installer et avec les conséquences que l'on a vues, les violations de droits de l'homme qui ont continué,
la mauvaise gouvernance qui a contribué à appauvrir davantage les Togolais. Vous avez vu que les problèmes sociaux sont allés de manière, ont accru de manière exponentielle, de sorte que on peut comprendre que on a fait, en réalité, les Togolais n'ont jamais accepté que ces acquis-là aient été repris par les forces conservatrices. Donc la lutte ne s'est jamais arrêtée. Oui, oui. Mais bon, après, hein? on a toujours essayé de donner des coups de boutoir. Et puis, bon, ben, il y a pas mal, il y a le fait que la pauvreté, comme je l'ai dit, s'est considérablement accrue. Beaucoup de mécontentement. Et du coup, ça a préparé le terreau pour une reprise de la lutte avec une nouvelle vigueur. Oui, et sauf que ça a pris du temps, 27 ans. Et puis, ce qui est remarquable, c'est qu'on avait comme impression qu'une certaine assise s'était emparée du peuple. Et puis, du coup, voilà, ce nouveau regain de mobilisation. Quel est le déclic? Comment expliquer cela? Ben, vous savez, on ne peut pas expliquer scientifiquement. C'est difficile. Moi, je ne le justifie que par cette soif profonde que nous avons de vivre autrement, de nous voir être gouvernés autrement. Hein, il y a eu il y a encore des pratiques qui révoltent. Lorsque vous voyez que dans ce pays, il y a des gens qui continuent d'opérer en toute impunité, en mettant la main basse sur les ressources du pays, ce n'est qu'une minorité. Vous avez en mémoire toutes ces affaires concernant les gros chantiers d'infrastructures routières où vous voyez comment dans ce pays des milliards sont gaspillés et les auteurs de ces faits-là sont connus, mais on ne leur demande aucun compte, on ne leur dit rien, au contraire, on les gratifie. Lorsqu'on daigne déplacer quelqu'un, eh ben, on le met dans un endroit où il est encore mieux placé pour continuer à s'en mettre plein les poches. Pendant ce temps, l'État, nos infrastructures sociales de base, les hôpitaux, les écoles, vous voyez dans quel état ils sont. Vous voyez comment il est devenu de plus en plus difficile pour les Togolais de se soigner. Comment aujourd'hui, avec Internet et avec les réseaux sociaux, eh bien, les informations peuvent circuler. On voit l'état de nos écoles dans les villages, on voit les salles de classe dans lesquelles des petits Togolais étudient et on se rend compte que, alors, à côté de cette misère, il y a des gens qui vivent dans l'opulence totale à partir des ressources publiques dont ils s'accaparent sans qu'on ne leur demande aucun compte. Tout ça ne peut que révolter. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le souffle qui est venu de la partie septentrionale. Ah oui, oui, et je vous rappelle... Puisque pendant longtemps, c'est le mouvement... C'est ça. Non pas que les Togolais de cette partie n'aspiraient pas au changement. Non, ils aspiraient eux aussi au changement. Mais ils ont été longtemps étouffés. Et je crois que nous devons cette prise de conscience massive-là au travail qui s'est fait, c'est vrai, depuis le début des années 90, mais au fait que de plus en plus de Togolais de ces régions-là
ait pris le courage de s'investir aussi dans la lutte. Il y a eu au PSR, il y a eu à Bichessa, il y a au Lou, il y a eu les Gogué, il y a aujourd'hui Tipi Achadam. Mais tout ça n'est pas... Je ne crois pas en une génération spontanée. Je ne crois pas en ça. Il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. Et lorsque on ajoute la misère qui sévit un peu partout, mais là aussi particulièrement, alors qu'on a prétendu qu'on voulait rétablir un certain déséquilibre entre le Sud et le Nord pour confisquer le pouvoir, je pense que tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que c'est une vaste duperie qui ne peut plus continuer. C'est cela. Est-ce pour ça que la répression de ces manifs est très dure dans ces villes, finalement, des villes martyrs, Sokodé, Bafilo et autres? C'est sûr, c'est sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que ces villes nos frères et sœurs de ces villes sont réprimés. Et c'est pour cela, vous comprenez, que nous ne pouvons pas rester inactifs devant cette répression qui est sauvage, barbare et injuste. Et nous nous battons pour ça. Vous savez que nous sommes allés déjà par 2 fois depuis le mois d'août dans la partie septentrionale. Nous nous préparions à y aller en ce début de semaine aussi, mais le régime nous a opposé le fait que des armes auraient disparu, circuleraient. Vous avez vérifié le fait, est-ce que c'est vrai que des armes ont été disparues, sont portées disparues? Écoutez, ils sont les seuls. Ils sont les seuls à savoir comment ces armes ont pu disparaître. Est-ce que c'est vrai? Nous, on ne sait rien. Justement, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il n'y ait pas eu d'enquête à ce jour. Ils prétendent qu'ils font des enquêtes, mais ils sont les seuls. Nous demandons sur tous les événements qui se sont déroulés à Sokodé, d'abord Mango, Bafilo et Sokodé, nous voulons qu'il y ait une enquête transparente, indépendante, qui situe les populations. Nous avons le droit de savoir. Vous aussi, vous avez la possibilité de faire ces enquêtes, n'est-ce pas, à l'interne, pour situer peut-être la vérité et la stabilité. Mais non. Et même si nous avions les moyens de le faire, quelle valeur ces enquêtes auraient? Au moins apporter ça aux yeux de la communauté nationale, les preuves justement de... Non, mais on n'a pas besoin de faire des enquêtes outre mesure. Nous sommes ceux qui conduisons la lutte. Nous conduisons la lutte. Et nous savons quelle orientation nous avons donnée à cette lutte. Partout, sur toute l'étendue du territoire national. C'est une lutte pacifique que nous menons. Et si vous observez bien les choses, les manifestations se sont bien déroulées au début. C'est parce qu'il y a eu répression et violence en provenance de l'État que le tableau a été changé complètement. Mais nous disons, nous n'avons commandité aucun acte de violence. Nous n'avons pas demandé aux manifestants de commettre des violences. Les manifestants n'en ont pas commis. Et parfois, il y a des dérapages, madame. Est-ce que... les dérapages à côté de ce qui s'est vraiment passé, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Lorsque vous prenez le cas de Sokodé, par exemple, où le régime prétend que ce sont les manifestants qui ont procédé aux casses qu'on a connues. Nous, c'est des cas de lynchage. Nous étions à Sokodé. Nous étions à Sokodé quelques jours avant. Nous n'y étions pas
pour organiser une manifestation. Mais, eh bien, il y a eu des manifestations spontanées dans une liesse, dans une allégresse. Il y avait une foule immense, mais en aucun cas les gens n'ont été tentés de poser des actes de violence. Les forces de l'ordre se sont dépêchées de venir encadrer et tout s'est très bien passé. Nous ne pouvons pas comprendre que dans la même ville, quelques jours après, on dise c'est les manifestants qui ont cassé des édifices publics et privés, c'est des manifestants qui ont lynché et égorgé des militaires. Nous disons non, non et non. Non et non. Si le régime veut vraiment que la lumière soit faite, que nous soyons départagés, mais écoutez, c'est très simple. Il suffit qu'on mette en place une commission d'enquête indépendante, internationale, s'il le faut, parce que l'expertise est là. On peut la trouver pour faire ce genre d'enquête-là. Et comme ça, cela nous départagera. Mais je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du régime de le faire. Il préfère continuer à mettre sur le mouvement de contestation ces actes de violence qu'il a commandité lui-même. Rencontre sur un nouveau numéro, nous parlons de cette société de chez nous avec cette nouvelle vague de contestation à l'appel de l'opposition qui manifeste presque quotidiennement. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, eh bien, la population certainement est en train de se regrouper pour ce dernier jour de manifestation de ce samedi. Et alors, madame, c'est l'opposition, vous êtes une coalition d'opposition, donc une coalition de partis politiques qui appellent à cela, avec en toile de fond des revendications bien précises, à savoir le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora. C'est ce qui a été signifié. Puis après, subitement, il y a eu une autre revendication qui consiste, n'est-ce pas, au départ immédiat du président Faure. Oui. 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 Pourquoi cela s'y est ajouté? Moi, je peux vous dire qu'en cela, nous sommes vraiment en symbiose avec le peuple. Le peuple, vous vous souvenez, quand les mouvements ont commencé par les manifestations le 19 août, le slogan, c'était le retour à la Constitution de 92. Mais la logique du retour à la Constitution de 92, c'est que nous aurons récupéré la disposition qui veut que aucun Togolais ne puisse plus gouverner ce pays pendant plus de 10 ans. Avec la fameuse phrase en aucun Et c'est une pièce essentielle, une pièce maîtresse de la société démocratique que nous voulons bâtir. Vous savez, ce qui se joue dans ces mouvements-là, c'est une reconquête de la démocratie, des fondamentaux de la démocratie qui nous ont été volés. Le peuple repart à l'assaut pour aller reconquérir ses fondements et les poser de manière à ce que le Togo puisse redémarrer. Après avoir perdu, nous aurons perdu quand même au moins 25 ans depuis 90, donc nous en sommes à la 27e année. Donc, on reconquiert ces principes essentiels. Ah ben, on ne va pas les reconquérir juste pour qu'ils servent de décor. Il faut les appliquer. Quand il y a une constitution, il faut la mettre en œuvre. Et la mettre en œuvre, cela amène nécessairement à poser le problème du mandat présidentiel qui est en cours. Il se trouve que nous avons un chef d'État qui en est à son 3e mandat. Alors, c'est un problème éminemment politique. Un problème éminemment politique. Et ce que le peuple ressent, c'est que il est temps que nous puissions réaliser l'alternance, mais en même temps rompre avec ce régime déjà cinquantenaire. Cela amène nécessairement à poser le problème du départ
du régime. Sans attendre la fin de son mandat. Ben, écoutez, après tout, en démocratie, c'est le peuple qui détient la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Oui, à travers les urnes. Mais lorsque, justement, nous avons des problèmes parce que le régime a tout fait pour biaiser l'expression du suffrage populaire, pour empêcher aujourd'hui, tous les Togolais savent, hein, et c'est curieux, j'écoutais un commentaire sur le Zimbabwe où l'analyste semblait dire mais les Zimbabwéens ne pensent pas qu'ils peuvent changer leurs dirigeants par les élections. On ne changera jamais. C'est le propre des dictatures. Le régime zimbabwéen est devenu un régime dictatorial, même si le chef de l'État est un illustre combattant de la liberté qui a arraché l'indépendance. Il a mal tourné. Malheureusement, il a fini par mal tourner. C'est exactement le même problème que nous avons au Togo, où le régime s'est arrangé pour à chaque fois instrumentaliser les principes, les institutions, les outils de la démocratie, de telle sorte que les élections que vous organisez n'ont aucun sens. Et on peut comprendre, dans ce contexte-là, que le peuple dise, bon, maintenant, ça suffit, nous voulons qu'il parte. Nous voulons qu'il parte. Et donc, c'est une question fondamentale. Et ça peut avoir un effet magique. Vous espérez vraiment, vous comptez vraiment que ce soit producteur et productif, ce départ. Hein. Mais nous ne disons pas que la fin de ce régime va changer comme d'un coup de baguette magique la face du Togo. Mais au contraire, ça va marquer un nouveau départ où nous allons pouvoir poser les jalons. Les jalons du vivre ensemble. Est-ce que certains détracteurs ont pensé que c'est trop demandé le départ immédiat du président? Que là, il ne faut pas demander les choses impossibles, il doit aller, n'est-ce pas, progressivement vers les gens, pourquoi les gens disent c'est impossible en restant dans la logique de la légalité. Mais que vaut une légalité qui ne correspond en rien à la réalité, une légalité qui est obtenue à force de tripatouiller les constitutions, de jouer tout le temps avec les lois. Que vaut cette légalité-là à côté des aspirations profondes du peuple? Je dis que c'est un problème éminemment politique. Et là, il faut le traiter sur le terrain. C'est pour ça aussi que l'opposition doit faire des concessions en la matière. Écoutez, pour faire des concessions, encore faut-il que vous ayez devant vous, des gens qui veulent discuter franchement, des gens qui montrent leur bonne volonté, et des concessions, parlons-en. C'est de concession en concession que nous avons permis à ce régime-là de faire 50 ans. C'est de concession en concession. Il y a eu au moins 25 dialogues dans ce pays. Et celui qui a été sanctionné par l'accord de 2006, mais cela représentait une concession de taille parce que après ce qui s'est passé en 2005, eh bien, chacun savait que monsieur Faure ne pouvait pas gouverner ce pays si on n'avait pas conclu l'APG. Mais malheureusement, il n'a pas eu le sens des responsabilités qu'il fallait pour comprendre que cet accord lui profitant à lui en premier, eh bien, il se devait en retour de respecter les engagements qu'il a pris. Il a cru devoir jouer avec l'opposition, jouer avec le peuple. En réalité, aujourd'hui,
le peuple fait pression sur toute la classe politique, au pouvoir comme de l'opposition. Et donc, nous sommes confrontés au défi d'arriver à remettre la démocratie sur les rails comme le peuple y aspire. C'est ça, le défi. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu réticent à aller dialoguer, à discuter, parce qu'il y a des tentatives depuis aucune réticence, je peux vous dire. Nous n'avons aucune réticence. L'opposition a rejeté certaines médiations. Oui, mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas discuter. Oui. Ça ne veut pas dire. On nous a proposé de rencontrer, si vous voulez parler de la délégation de l'OIF, on nous a proposé de rencontrer une délégation dirigée par une personne dont on sait que à un moment donné de l'histoire du Togo, eh bien, elle a pris fait et cause pour le régime. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous l'avez récusé? Bien sûr, bien sûr. Et donc, à part cet exemple-là, je ne vois pas de quoi vous parler d'autre. Je ne vois pas de quoi vous parler d'autre. Au contraire, l'opposition s'est toujours montrée prête à discuter. Nous avons toujours dit, nous sommes prêts à discuter pour voir comment apporter des réponses adéquates aux revendications légitimes du peuple. Et je vous rappelle qu'au sein de la communauté internationale, il n'y a aucune voix qui s'est élevée pour dire le peuple exagère quand il dit qu'il veut l'alternance. Qui oserait dire au peuple togolais que vous faites mal de demander de mettre fin, de demander la fin d'un régime qui a duré 50 ans et qui n'a fait que vous appauvrir? Qui? Personne ne nous l'a reproché. Vous avez rencontré la délégation ghanéenne la dernière fois, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, donc c'est déjà le préalable vers un retour à la table de discussion? Oui, disons que nous avons rencontré une délégation qui a été envoyée par le président ghanéen et qui était conduite par le ministre de la Sécurité. Et la délégation nous a expliqué que l'objet de leur visite, c'était d'échanger avec nous, mais aussi avec le gouvernement, pour voir comment trouver des solutions au conflit ouvert depuis le mois d'août, étant donné que ce conflit préoccupe beaucoup la sous-région et préoccupe particulièrement les pays frontaliers, nos voisins, qui commencent déjà à subir les conséquences. Je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, il y a au moins environ 800 Togolais qui sont réfugiés au Ghana et on a des réfugiés au Bénin aussi. Et donc, la question qui avait été posée était celle du cadre de discussion, puisque nous leur avions dit que de toute façon, nous étions prêts à discuter. Nous avons toujours dit nous sommes prêts à discuter, à négocier. Et ils ont posé la question de savoir comment nous voyons ce cadre-là. Quelles devraient être les parties prenantes à ces discussions, où les discussions devraient avoir lieu, sur quel point. Et donc, on a échangé, nous avons fait des propositions qui ont été portées à la connaissance du gouvernement. Le feedback que nous avons eu, c'est que le gouvernement, lui aussi, est d'accord pour discuter. Donc,
si tout va bien, on verra. Les choses sérieuses devraient commencer bientôt. Très bientôt. Très bientôt. C'est ça. Si tout va bien. Avec les mêmes points de revendication. Bien sûr, nous n'avons pas renoncé. Notre mot d'ordre n'a pas changé. Notre mot d'ordre n'a pas changé. Ce que nous avons, c'est sur quoi? Avec une possibilité de faire peut-être des concessions après ou bien aller, c'est ça ou ce n'est pas ça? Parce qu'en discussion... Je ne sais pas pourquoi, M. Wilson, alors que nous ne sommes pas encore à la table de négociation. Ah d'accord. Vous commencez... On anticipe, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Laissez-nous aller à la table de négociation. Oui, mais parce que et puis on verra, pour le Togolais lambda, ces manifestations aussi ont des retombées sur l'économie du pays, ces jours de blocage et tout cela, de peur de ne pas aussi trop tirer sur la corde. Oui. Monsieur Wilson, je pense que les Togolais sont prêts à tous les sacrifices. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour que ce mouvement, ce nouveau regain-là ne retombe pas et que on obtienne gain de cause. Et donc, quand vous dites qu'il y a des retombées sur l'économie, je suis d'accord, mais... Notamment l'économie informelle, parce qu'il y a des gens qui vivent au quotidien de leurs occupations. Oui, et franchement, je voudrais louer cette détermination-là de tous les Togolais, que ce soit dans le secteur formel ou dans le secteur informel, même les gens qui vivent au jour le jour de la recette de leurs activités, comprennent que il vaut mieux qu'elles se serrent la ceinture pendant un laps de temps pour dégager la voie, libérer l'avenir et faire en sorte que les choses aillent mieux demain pour tout le monde. Maintenant, vous êtes une coalition de 14 partis politiques formés de manière assez consistante. Mais on connaît l'histoire des regroupements de partis politiques au Togo. Oui. Et avec tous les détracteurs qui parlent des traîtres, de ceux qui vont désister après, de ceux qui vont se retirer après, de ceux qu'on veut acheter dans les coulisses. Alors cette fois-ci, est-ce que c'est la bonne foi? Doucement, madame. Prenez votre temps. Excusez-moi. Oui. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est inédit. Et vous savez que je suis de la CDPA. Oui. Et à la CDPA, nous avons toujours dit démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Donc c'est toujours d'actualité, ce slogan-là, l'appel de Tchèque? Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous avons tous compris qu'au-delà de nos appartenances politiques, ce qui est en jeu, je l'ai dit tantôt, il s'agit de repartir à la conquête des fondamentaux de la démocratie. Nous voulons nous assurer cette fois-ci que ça y est, nous pourrons désormais, à la fin de ce mouvement, avoir posé, nous aurons posé les jalons pour que le Togo ait une vie démocratique normale, ce qui est un préalable à un développement durable. Je ne vois pas comment on peut prétendre développer un pays quand vous avez la possibilité de gouverner comme vous voulez et que les institutions de contrôle, qui sont des institutions qui existent en démocratie, n'existent que de nom. Aucune institution n'est vraiment opérationnelle de manière indépendante. Nous avons une Cour des comptes dans ce pays. Au jour d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, on ne voit pas à quoi elle sert. Personne ne craint la Cour des comptes. On fait ce qu'on veut. On crée une institution pour lutter contre la corruption. Elle est là, juste pour le décor. Elle ne fait rien, elle ne change rien.
il y a une cour constitutionnelle, on peut violer allègrement la constitution, bof, cette cour constitutionnelle ne fait rien qui puisse, si vous voulez, déranger le régime. Mais comment voulez-vous qu'on puisse vraiment développer un pays où les institutions sont paralysées? Vous voyez? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons pris conscience que nous n'irons pas loin. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire. Et c'est ensemble que nous devons être pour reconquérir tout ça. Et nous avons surtout un peuple qui nous y a poussé. Et qui est si déterminé, qui nous dit, attention, gare à vous si vous nous trahissez. Et d'ailleurs, je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour redire au peuple togolais que oui, nous avons accepté d'aller discuter, nous discuterons, mais nous discuterons dans le strict respect de vos revendications. Oui, parce qu'il y a une partie de l'opinion qui n'accepte pas d'aller à la table de discussion. Parce qu'on l'avait dit, plus de 20 dialogues, hein, c'est assez. Oui, mais il faut y aller. Il faut y aller. Et le défi maintenant, c'est de faire en sorte que de cette discussion sortent des conclusions concrètes qui changent complètement la face du Togo aujourd'hui, qui montrent que notre pays a pris un nouveau départ. C'est pour ça que nous disons, dans les attentes telles que nous les avons exprimées dans le mémorandum de l'opposition, c'est qu'il nous faut, le retour à la Constitution de 92, engager des discussions sur le mandat en cours du chef de l'État. Il nous faut discuter pour mettre en place une transition avec un exécutif et un législatif qui ait un cahier de charges bien précis, une transition pour conduire la transition. Et cette transition elle-même sera soldée par des élections qui permettront enfin à ce pays, enfin aux Togolais de choisir véritablement les autorités qu'ils veulent pour conduire les destinées du Togo. Donc pas question de référendum tel que proposé par le régime. Mais non, vous comprenez. Comment est-ce qu'on peut penser à organiser un référendum dans un contexte où toutes les institutions sont verrouillées, sont paralysées? C'est la CENI, tenez. Voyez cette vaste parodie qui est en train de s'organiser encore, où on prétend avoir mis en place une CENI. Demandez, faites un peu les enquêtes et demandez aux Togolais, vous verrez combien ont confiance en cette CENI, en ce qui se fait là. Moi, je pense que parfois, les autorités actuelles posent des actes qui amènent à se demander s'ils ont vraiment conscience des fois qu'ils jouent avec le destin de tout un peuple. On ne peut pas, c'est surréaliste, c'est inimaginable pour moi. Alors que nous sommes en temps de crise ouverte de cette façon-là, que le régime donne l'impression qu'il ne se passe rien et que de manière unilatérale, il veuille mettre en place une CENI. Vous pouvez vous imaginer. Vous pouvez vous imaginer. Et donc, pour nous, on ne peut même pas penser de référendum tant qu'on n'a pas résolu le problème. Des référendums, il y en aura. Mais encore faut-il que nous ayons des institutions véritablement démocratiques et responsables pour conduire les processus électoraux. Un référendum est une élection. Alors, la grande bataille va se jouer autour justement de cette question de la rétroactivité. Je sais que vous êtes juriste de formation. Quand on dépasse un peu le cadre politique, vous avez dit que c'est un problème éminemment politique. Quand on sort de ce cadre, est-ce que le problème se pose vraiment?
La question de la rétroactivité. Mais je vous dis, qui a posé, qui a sorti ce mot-là, de rétroactivité? C'est le régime. Il a fait exprès pour semer le trouble. Il s'agit d'application immédiate des dispositions que le peuple aura adoptées. C'est tout. Et je vous dis aussi que c'est un problème éminemment politique. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat stérile. Et je considère qu'en démocratie, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Et quand on est un homme politique, et quand on a un brin d'honneur, les grands hommes politiques ont montré que quand à un moment donné, le peuple s'exprime massivement et avec insistance, il faut l'écouter. Il vaut mieux l'écouter, il vaut mieux s'effacer, il vaut mieux sacrifier les intérêts personnels et privés et écouter le peuple. Aujourd'hui, le peuple veut en finir avec un régime cinquantenaire. Qu'est-ce que cela coûterait à l'actuel chef de l'État de faire une introspection et de se dire c'est vrai. C'est vrai parce que mon père, il a conduit ce peuple pendant 38 ans. Il a fait beaucoup de tort à ce peuple. Il y a eu beaucoup de violations de droits humains. Beaucoup de drames se sont joués. Et on a eu la conférence nationale souveraine. Les gens ont voulu changer. Et on a mis en place les choses. Mon père a résisté. Finalement, en 2005, Dieu l'a rappelé. Mais moi, je lui ai succédé dans un... de manière anticonstitutionnelle. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, et j'ai expliqué cela par le fait que, voilà, oui, je sais que mon père voulu reprocher beaucoup de choses. Bon, moi, je viens pour réformer. Je viens pour restaurer cette image écornée. Hein, je viens pour réparer. J'ai besoin de 5 ans. 5 ans sont passés. Non, ce n'est pas suffisant. J'ai encore besoin d'un deuxième mandat. Le deuxième mandat est terminé. J'arrache un troisième mandat. Mais qu'il fasse cette introspection et qu'il dise, au fond, le peuple a raison. Le peuple a raison. Voilà, je vous ai compris. Je vous ai compris. J'ai un mandat en cours. Je vous garantis que, comme vous y aspirez, je ne me présenterai plus. Donc, si vous étiez à ça, parce que c'est votre discours. J'accepte d'écouter mon mandat. Je fais des années qui restent de ce mandat une transition. J'accepte qu'ensemble, on pose les jalons du Togo que nous voulons, que les choses redémarrent. C'est votre chemin de sortie de crise, finalement. C'est quelque chose qui l'aurait grandi. C'est quelque chose qui, je vous assure, que le peuple est généreux. Le peuple est généreux. Et quand on sait l'écouter, on sait répondre à ses aspirations, il sait se montrer généreux aussi. C'est ce que je voudrais dire à l'actuel chef de l'État. Plutôt que de se mettre dans cette logique de défiance et de vengeance, parce que c'est ce qu'on sent. C'est ce qu'on sent. C'est ce qu'on sent dans ce discours qui a été tenu la dernière fois à Témédia. C'est ce qu'on sent dans le discours qui a été tenu au congrès de UNIR. C'est ce qu'on sent dans le fait qu'à aucun moment, il ne s'est dit, il faut que je parle 5 minutes. Ne serait-ce que 5 minutes à ce peuple. Pour dire, mais je vous vois depuis le 19 août. Je vous vois, vous vous soulevez, vous voulez ceci, vous voulez cela. Voilà ce que je peux donner. Voilà. Engager des discussions. Voilà, merci Madame Brigitte Retiamabo-Johnson, mon invité. Nous parlons des faits de société de chez nous avec ces soulèvements populaires dans les rues de Lomé et des villes de l'intérieur du pays. Ce jour encore, il y a des foules immenses dans toutes les localités, mais presque pour manifester et réclamer
un certain nombre de choses. Alors, madame, vous comptez sur cette seule mobilisation populaire pour faire aboutir vos revendications, enfin, les revendications du peuple? Mais la mobilisation populaire, nous ne devons pas la minimiser. Nous ne devons pas la minimiser. C'est un moteur qui fait avancer un pays. On a marché pendant 3 ans dans ce pays avec le FRAC. Oui, oui, mais c'est différent. Aujourd'hui, ce sont tous les Togolais. Ce que vous voyez dans la rue sont représentatifs de ce que l'immense majorité des Togolais pensent. Et ils viennent dans un nombre que vous-même vous voyez. Ils viennent spontanément. Et cette mobilisation populaire, il nous la faut. Je voudrais remercier le peuple ici de nous donner, nous, les armes. Hein, nous, les chefs de parti, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien quand nous n'avons pas derrière nous un peuple qui nous pousse à aller de l'avant. Et cela nous permet de dire à l'adversaire qui est en face et qui résiste, c'est un argument que nous utilisons. Ça nous permet de lui dire, vous devez fléchir vos positions. Et donc, elle est importante pour nous. Nous comptons là-dessus. Nous allons utiliser cette pression, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous prenons des contacts. Nous prenons beaucoup de contacts. Nous comptons sur la diplomatie aussi. Mais nous sommes convaincus que l'ingrédient essentiel, c'est d'abord la détermination du peuple lui-même. Un peuple déterminé arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Oui, j'ai posé la question parce que quand vous avez fait la parenthèse du Zimbabwe, quelque chose se joue actuellement là-bas. Et sans mobilisation dans les rues, Mugabe est en situation difficile, même s'il ne continue pas à résister. Et c'est l'armée, n'est-ce pas, qui a opéré ce coup d'État. Vous voulez poser la question, le problème de l'armée, et vous verrez. Vous verrez aujourd'hui, nous sommes conscients. Nous savons que ici aussi, pour se maintenir, le régime compte énormément sur l'armée. Et le chef de l'État fait quelque chose de très vilain et de très inacceptable. Hein, c'est de vouloir opposer l'armée au peuple. Et donc, nous allons poser un acte concret aujourd'hui, en ce 3e jour de manifestation, qui exprime le désir profond du peuple togolais d'évoluer, d'être en phase avec son armée. Il n'y a pas de problème entre les Togolais et leur armée. C'est le régime qui s'est toujours servi de l'armée pour opprimer le peuple. Et j'aime très bien l'image que le PNP utilise pour exprimer la situation de l'armée et du peuple, où l'armée est considérée comme un piquet auquel on attache la corde qui est au cou du peuple, qui est maintenu dans la dictature. Mais à bien y regarder, ce n'est pas seulement le mouton qui est attaché qui est pénalisé, mais le piquet par lequel on retient le mouton, lui aussi, il est là, il est planté là-bas et il est tenu d'être là. Donc, armée et peuple sont dans la même barque. Nous sommes tous otages d'une certaine dictature dont nous devons nous libérer. Les membres de l'armée, les membres des forces de défense et de sécurité sont des Togolais. Ils vivent dans des familles, ils vivent en harmonie dans les familles
Et je suis convaincu qu'ils ont les mêmes aspirations que nous. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment communiqué en leur direction, mais justement, nous avons destiné la manifestation de ce 3e jour à cette question-là. Nous poserons un acte. C'est ça. Alors, une semaine qui prend fin, 3e jour de manifestation, et la suite. À quoi s'entend encore dans les prochains jours? Mais dans les prochains jours, il faut maintenir la vigilance. Ce n'est pas parce que des discussions sont annoncées que nous devons considérer que ça y est, tout est réglé. Je l'ai dit tantôt, le statu quo doit bouger. Le statu quo doit changer. Et ça doit changer dans le sens des aspirations du peuple. Pour que ça change, il faut maintenir cette pression-là. Tant que le peuple n'a pas ce qu'il veut, nous avec espoir que ça ne s'essouffle pas. Ça ne s'essoufflera pas. Pourquoi voulez-vous que ça s'essouffle? Non, ce n'est pas mon vœu. Je suis convaincu que vous qui êtes ici, vos obligations vous retiennent dans ce studio, mais je suis sûr qu'après, vous allez m'accompagner, n'est-ce pas? Vous me suivrez et qu'ensemble, nous irons dans la rue. Est-ce que vous avez envie de ce que ce mouvement-là tombe? Non, personne n'en a envie. Et il ne tombera pas. C'est une exhortation que je voudrais faire à mes frères et sœurs togolais. Restons mobilisés. Ne pensons pas du tout que nous avons fini notre travail. Au contraire, cela ne fait que commencer. Il faut que l'adversaire... Au-delà de la répression, au-delà de ces violences qui sont au-delà de la répression, au-delà de la violence. L'adversaire qui résiste, ceux qui sont partisans de l'ordre ancien, du conservatisme, un conservatisme qui ne nous arrange pas du tout, qui fait que l'avenir de nos enfants est hypothéqué. Aujourd'hui, vous avez une diaspora togolaise qui est très importante, une diaspora composée de jeunes qui n'ont pas nécessairement des situations satisfaisantes à l'étranger, mais qui ne peuvent pas rentrer parce que chez eux, c'est encore pire. Alors, comment pensez-vous que notre pays puisse se développer dans ces conditions-là? Nous devons préparer l'avenir pour les plus jeunes. Nous devons rester mobilisés. Nous avons commencé à lutter et il faut maintenir la pression. J'apprécie, voyez-vous, je voulais donner l'exemple d'un monsieur d'un certain âge qui fait partie des personnes détenues à Tapamé. Quand la délégation de l'opposition est allée rendre visite à la prison, ce monsieur a rapporté aux collègues de la délégation qu'on l'a interrogé. On lui a demandé, mais vous, là, vous, à votre âge, qu'est-ce que vous avez à vous mêler de ces histoires pourquoi on vous arrête aujourd'hui? Mais ce monsieur leur a expliqué qu'il a un certain âge, c'est vrai, mais qu'il a des enfants qu'il a souffert pour envoyer à l'école, pour lesquels il a consenti de gros sacrifices, mais ces enfants sont là aujourd'hui et n'ont aucune perspective d'emploi. Ils traînent à la maison et ils sont encore à sa charge. Il dit, c'est pour eux. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que moi aussi, quand on appelle à des manifestations, je réponds. Cela exprime très bien le sens de la lutte que nous menons. Nous préparons un Togo meilleur pour les jeunes générations. Et le combat en vaut la peine. Il faut que nous restions mobilisés. Voilà. Merci madame. Cette émission tire à sa fin. Que dire? Quel message très rapidement? Un rendez-vous. Oui. Un rendez-vous à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est samedi. Beaucoup de Togolais qui auraient bien voulu participer aux manifestations, mais qui n'y arrivent pas en raison d'obligations professionnelles, aujourd'hui n'ont plus cette contrainte. C'est samedi. Nous tous, nous donnons rendez-vous tout à l'heure aux 3 points de rencontre, Gakboto, CCP, Atikoumé à Kosombo,
le rassemblement se fait déjà et la marche va démarrer. Je sors de ce studio pour m'y rendre justement. Rendez-vous donc tout à l'heure. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Il n'y a pas de lutte qui aboutisse sans sacrifice et les luttes populaires sont invincibles. Merci, j'ai aimé la formule, l'espoir est permis, puisque justement c'est dans le désespoir que l'espoir est le plus vivant. C'est la fin de ce numéro de Rencontre. On vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très vite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.